Il faut que j'accepte? Non, j'ai pas besoin d'accepter. Non, ça te prévient juste, mais c'est bon. Ok, merci. Euh, alors, l'objectif de cette partie de la présentation que je vais essayer de rendre assez succincte parce que déjà, c'est des prémices. Une partie sont des prémices, l'autre partie est plus dense, mais je vais vous expliquer. En fait, c'est l'idée d'essayer de comprendre la place de la technologie et de la technique dans, dans les sculptures hybrides transitoires, mais aussi, enfin, voilà, d'essayer de comprendre comment est-ce que le grown art permet de créer des champs relationnels euh, et comment est-ce qu'ils font sens. Voilà, comment est-ce qu'ils produisent de la valeur symbolique, en fait, les œuvres d'art. Parce que moi, ce qui m'intéresse, je rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu, mais je pense que c'est assez évident, je suis très dans mon domaine aussi de l'art. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de produire des œuvres qui produisent de la valeur symbolique, tout simplement, et qui soient parlantes et qui puissent déplacer les gens. Et, enfin, voilà. Et donc, la genèse de la pensée du bioart, pas du bioart, du grown art, c'est l'idée, une idée un peu différente, avec une histoire un peu différente du lien entre le vivant et la technologie et la technique, qui s'appelle le vitalisme expérimental, qui a été théorisé par Robert Mitchell, on va voir. Donc au départ, le bioart, en fait, ça c'est oui, au départ, je vous fais ça très rapidement parce qu'on on va pas faire un cours sur le bioart, mais si ça vous intéresse, c'est assez passionnant. Il a été nommé comme ça en 2000 par Edward Oka, qui a ingéré un gène enfin, qui pouvait rendre translucide un lapin. Et donc, du coup, voilà, c'est une famille du bioart, c'est le transgénisme, et c'est lui qui l'a nommé comme ça. Donc, il y a cette manipulation du vivant avec, comme vous pouvez, enfin, et qui relève aussi de l'histoire de l'art média. Donc, très technologique et avancée, innovation technologique, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on sait faire en tant qu'humain, comment on peut transformer, et cette fascination de transformer la matière, même à une échelle micro-organique, en fait. Euh, voilà, mais on voit bien que dans ce contexte-là, le lapin, je pense pas soit devenu pote avec Édouard Docac. Donc, en fait, il n'y a pas de... Enfin, moi, j'ai compris en commençant à travailler avec ça qu'on m'intégrait dans la famille du bioart, enfin, quand même, d'une certaine manière, même s'il n'y a pas énormément de technologie involved pour l'instant, c'est juste une question de, voilà, comme j'étais pas dans des sphères de recherche académique, j'avais pas accès aux processeurs, aux senseurs qui prennent comment les bactéries, voilà, par exemple, on parlait de euh, la micro énergétique de la cellule vivante, qui est très intéressant d'ailleurs, parce que enfin, l'électricité que produit une cellule est toute petite en fait, très infime. Mais peut-être que tout le vivant n'est pas comme ça. Enfin, peut-être qu'il y a d'autres cellules, je ne sais pas. La recherche, moi, ça m'intéresse, donc je vais rentrer dedans. Mais au départ, j'étais pas dedans. Donc, la technologie hyper high-tech, etc., j'en ai pas eu vraiment besoin pour faire corps avec mon travail. Mais j'ai besoin d'un dispositif technique pour quand même communiquer avec la matière et pouvoir faire des choses avec. Et donc, dans ce dispositif technique, je vois bien que je suis en relation directe avec ma matière, ce qui n'est pas le cas de tout un pan du bioart qui travaille dans des boîtes de pétri ou qui transforme la génétique de certains organismes, etc. Donc, on va dire qu'il y a une différence relationnelle. Et donc, il y a bonjour, il y a une définition du bioart que j'aime beaucoup, qui a été théorisée donc par Robert Mitchell, qui a écrit un livre qui s'appelle Experimental Life. Je crois qu'il l'a écrit en Experimental Life. Il l'a écrit après. C'est un non-sens chronologique ce que je viens de faire parce que ça, il l'a écrit en 2010, mais Experimental Life, il l'a écrit un peu après, mais bon, bref, récemment. Le mode vitaliste du bioart consiste à se concentrer sur les processus de vie et les explorations incarnées des possibilités biologiques. Il s'agit de la compréhension de la matière vivante et de la vitalité. Donc voilà, un rapport, je vous ai beaucoup parlé de mon rapport à l'expérimentation, c'est très important pour moi. Ce que ça veut dire pour moi, c'est aussi cette capacité de pouvoir prendre des décisions dans notre environnement directement avec un type d'intelligence qu'on appelle analogue, c'est-à-dire une intelligence qui est faite de ce dont on a hérité et de la technologie de notre matière biologique, de responsiveness, qui fait qu'on peut répondre directement à un environnement.
et qui aujourd'hui est en train de perdre un petit peu de terrain aussi. Ça, c'est la première fois que j'explique comme ça, parce que mais en parlant de plus en plus avec les gens, j'étais à l'université pour donner des cours enfin, pas des cours, mais pour donner des talks chez les jeunes artistes. Elle me disait, la prof, ils sont complètement déconnectés, il n'y a plus d'attention, etc. Bon, la technologie, parfois, peut aussi nous déconnecter, enfin, nous faire oublier certaines des choses qu'on avait intrinsèquement en nous et qui relèvent de cette intelligence analogue. Et donc de cette relationnalité à un milieu direct et sensoriel. Et donc, du coup, donc c'est pour ça que l'expérimentation, c'est très important pour moi. Euh, Toute œuvre que vous verrez, il n'y en aura jamais deux pareilles. C'est toujours on expérience, on met à l'épreuve, on se confronte à un nouvel environnement et on voit ce que ça donne. Et donc, ça m'a beaucoup parlé, euh, voilà. Et ça fonde un peu, enfin, cette définition, ça fonde toute ma vision de ce que c'est que le bio-art, mais c'est pas la vision de tout le monde. Enfin, ça fonde une partie de ma vision. Euh, et donc là, je vais passer très très vite sur un cours que je donne, que j'ai déjà donné, là, j'ai pas de date prochainement, mais si ça vous intéresse, écrivez-moi, je vais peut-être voir si j'ai le temps de le refaire, mais qui est un peu sur cette histoire du féminisme et des technosciences. Donc c'est un rapport aussi à l'utilisation de son corps pour faire sens de son environnement à travers, enfin, quelle est la technologie invoquée pour pouvoir faire sens de son environnement. Donc, je repars d'une histoire très intéressante. Donc là, je vais passer très, très vite dessus parce qu'on n'a pas le temps et que ça n'aurait pas de sens de rentrer ce cours entier dans ce talk. Mais voilà, ça part des home economics où les femmes sont rentrées dans les universités de sciences et les disciplines de la science à travers des nouveaux cours qui étaient sur tout ce qui était la technologie du foyer. Donc, les aspirateurs, tout ça, etc. Donc, on s'est dit, ah ben voilà, on va pouvoir inviter des femmes, c'est leur sujet, à enfin s'intéresser à la technologie. Et donc, du coup, il y a les premiers masters qui sont apparus comme ça. Donc, Home Economics now viewed as a historical gateway for women into higher education, science and professional careers. Bien sûr, il y a toujours eu des femmes qui ont fait beaucoup d'expérimentation dans la technologie. Je parle des institutions. Voilà. Et donc, on part de là. Et donc, du coup, il y a ce lien entre le foyer, la technologie et l'histoire des femmes aussi, du corps contraint dans le foyer. Donc, il y a toute cette histoire-là que je déploie. Avec l'avant-garde féministe des années 70, qui a été une de mes plus grandes inspirations artistiques. Euh, et des nouveaux modes de représentation où on montre plutôt, pour se réapproprier son corps, on montre l'intériorité des corps et non pas des corps lisses, peints avec des peaux extérieures, etc. On va vraiment chercher l'expérience, le vécu, et essayer de le représenter esthétiquement. Puis comprendre le lien entre justement le corps et la politique. Comment est-ce que le corps aussi produit une réalité sociale et politique dans la société. Donc ça, c'est toute une histoire pas mal raconté aussi dans les théories de genre, etc. Donc, vous devez avoir eu un accès quelque part à cette histoire. Moi, c'est une histoire très ancrée dans l'histoire de l'art que je raconte de cette manière. Et donc, le lien entre corps et environnement, là, vous voyez, vous avez Louise Bourgeois qui fait ses femmes dans les années 1900, en 1946, Femmes maison, Martha Rosler, sémantique de la cuisine, qui reprend en fait tous les outils de la cuisine pour les transformer et essayer d'en faire quelque chose qui ne sert plus à rien. Et là, vous avez Judy Chicago, la fameuse dinner party, où elle invente 25 femmes qui ont été mangées vivantes de dinner party en 74. Nous dînons sur la surface charnelle de l'histoire, nous identifiant à ces assiettes mémorielles des restes et des monuments, mais aussi des corps de la matière digérée, ceux qui ont été mangés vivants. Bon, c'est plein de femmes artistes, c'est des assiettes qu'elles faisaient en céramique pour représenter. Donc là, on a Georgia O'Keeffe. Je ne sais pas si vous voyez cette artiste qui fait des grandes fleurs. Devant, on a cette assiette qui la représente, mais on a vraiment des femmes plusieurs endroits. Et puis, dans un troisième temps, dans ce cours-là, je présente du corps politique à la biopolitique des corps. Donc aussi, dans cette continuité de l'histoire féministe et du corps politique, il y a aussi le queer, dans la théorie des gens qui a avancé dans le queer, l'hybridité. Et comme des figures très intéressantes comme Donna Haraway, qui était biologiste et qui a écrit le manifeste Cyborg. Je vous parle de toutes ces choses, mais c'est beaucoup de choses, mais c'est pour parler de l'hybridité des corps. En fait, ils ont commencé à introduire l'idée que la technique, c'était pas quelque chose de séparé,
de l'humain, c'était quelque chose de intrinsèque aux qualités de la matière biologique. Et que du coup, c'est évolutif. Comme c'est de la biologie évolutive appliquée à la technologie. Donc, comment comprendre la technologie et la technique d'un point de vue évolutif. Et ça, ce sont aussi et donc, c'est arrivé en même temps que une manière de faire de la recherche dans le milieu scientifique, parce que tout ça sont des chercheurs, hein, ce sont des scientifiques, en fait, de sciences sociales ou de sciences dures. Enfin, dures, je ne sais pas si on dit ça encore, mais voilà. Et c'est le savoir situé. D'ailleurs, on vient d'en parler tout à l'heure, c'est rare d'entendre des gens avec l'origine de quoi? Et tous ces concepts, en fait, je pense que théoriquement, c'est plus cohérent de dire que ça va être l'anthropo, genre le roi Laurent, qui pousse après des gens comme Guilhem, qui pousse lui-même Simondon, qui pousse lui-même Deleuze, et Deleuze transféré aux États-Unis, produit Haraway. Là, ça me paraît plus cohérent. Alors, Simondon et Haraway sont extrêmement bien, si vous voulez résoudre cette conversation. Je vous propose de lire Catherine Hales, qui a écrit From Bacteria to AI. Oui, c'est intéressant. Intelligence. Et elle, c'est une des idées dans ce gouvernement. Voilà. Et elle n'a pas besoin d'opposer Simondon et Haraway, elle les met ensemble. Donc, je parle. Voilà. Donc, je vous recommande vivement cette intellectuelle magistrale. Et comme ça réconciliera tout le monde. Parce que c'est une histoire je n'ai aucun problème à dire que c'est enfin, une histoire qui est liée à mes. Enfin, c'est une histoire d'artiste, quoi. C'est une histoire Moi, je parle de l'avant-garde féministe des années 70. Je vais vous les montrer. Et ensuite, Paul B. Preciado qui arrive après. Tu le mets où, lui? Tu le connais? Ok, vous le connaissez? C'est l'ex de Virginie Despentes qui s'appelait Béatrice Preciado et qui a été l'invité donc intellectuel tous les ans. Le Centre Pompidou invite un intellectuel ou une intellectuelle à parler. Donc en 2020, c'était cette personne que j'ai découverte comme ça. Moi, enfin, j'avais déjà lu, mais c'était extraordinaire de pouvoir aller à ces talks. Parfois, c'est très chiant, hein, mais parfois, c'est extraordinaire. Là, cette fois-ci, c'était génial. Euh, c'est complètement. Là, on rentre en fait dans toute cette partie-là, de l'hybridation. Enfin, donc, elle a fait sa transition de genre. Mais en fait, en présentant sa transition de genre, elle dit, mais en fait, elle parle beaucoup de psychanalyse aussi. C'est beaucoup dans la psy ce qu'elle raconte. Tu veux revenir ici? Bien sûr, et le pli et tout. Oui, oui, c'est l'entrée, mais la sortie est importante aussi parfois. Même dans l'art, c'est important aussi parfois de sortir des choses qui soient digérées, tu vois, parce que c'est pas toujours digeste ce que tous ces gens-là. Ouais. Donc, il incarne, en fait, Paul Preciado, il incarne aussi quelque chose, parce que c'est important l'incarnation parfois, et il incarne cette espèce de subversion si notre corps est politique et qu'on n'a pas les moyens de le transformer et de se l'approprier, mais qu'il appartient au pouvoir extérieur, c'est-à-dire le pouvoir des industries agroalimentaires, de la pharmaceutique, qui disent qu'on ingère dans notre corps, le pouvoir d'organisation dans la société de notre corps, où est-ce qu'il appartient, où est-ce qu'il se localise, donc dans les cuisines, par exemple, dans l'histoire des femmes. Si ce corps-là, on n'est pas complètement en pleine possession de notre corps, dans ce cas-là, on n'a pas de pouvoir politique. Donc, la biotechnologie est censée nous apporter cette espèce d'émancipation. Et donc, ce qu'il dit, c'est une fois que tu maîtrises les outils, non seulement j'ai fait ma transition de genre, mais en plus, je peux revenir, si je veux, à une femme, à Béatrice. Enfin, en fait, vous ne saurez jamais qui je suis, quoi. C'est pas à vous de décider si je suis femme ou homme. C'est ça que je trouvais un peu révolutionnaire, c'est qu'on n'est pas dans une transition, dans une direction, on est dans juste une réappropriation du pouvoir par la technologie, par le fait de savoir manipuler les hormones, ce genre de choses. Et il a écrit Testo Junkie, c'est super intéressant, savoir qu'est-ce que ça fait de prendre de la testostérone. Bah, moi, ça m'a fasciné, en tout cas, j'ai appris plein de trucs. Euh,
Voilà, Hélène Chadwick, je vous la présente rapidement parce qu'elle me tient à cœur, mais bon, voilà, on rentre dans une histoire de l'art, donc je pense que c'est enfin, c'est un peu trop précis. Mais on est dans les années 96 à King's College et elle fait déjà des œuvres avec des bactéries. Au départ, en 70, donc elle fait partie de cette avant-garde féministe des années 70, avec beaucoup. Regardez avant-garde féministe des années 70, ça vous intéresse. Donc les femmes utilisent leur corps et la performance, ne pouvaient pas non plus entrer dans les écoles d'art. Il y avait très peu de femmes dans les écoles d'art, c'est souvent des femmes d'artistes. Vous le savez, hein, tous les grands artistes avaient des femmes qui étaient souvent artistes aussi. On a un peu oublié leur nom, mais maintenant ça revient, c'est bien. Mais ce que je veux dire, c'est que elles utilisaient leur corps parce qu'elles n'avaient pas, elles provenaient pas des épaules des grands peintres. On leur avait pas appris nécessairement à l'école, etc. Donc c'était aussi une forme de faire de l'art qui était un peu pour s'émanciper de cette histoire aussi très dogmatique et dans l'institution. Donc il y a eu beaucoup de body performance et de création de sens en utilisant leur corps comme un outil, comme un média qui produit de la connaissance et de l'information. Voilà, et donc là, elle parle évidemment de tout ce dont on vient de parler, la femme contraint, le corps contraint, les cuisines. Et puis à un moment, elle dit de façon très juste, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette artiste, c'est la première artiste qui a été nominée au Turner Prize, donc qui est comme le prix Marcel Duchamp en Angleterre. Elle dit, bon, bah voilà, on est dans les années 80, les femmes, elles sont sorties de la cuisine depuis 10 ans, c'est bon, je vais plus faire ça. Donc je trouve ça assez honnête, elle n'est pas restée dans son truc. Et puis elle a évolué vers voilà, une nouvelle esthétique. Là, elle se met sur des photocopieuses avec des corps d'animaux morts ou pas. D'ailleurs, je ne sais plus s'ils sont morts ou pas. En tout cas, elle essaye d'explorer le vivant, le rapport au vivant, à la mort, en le montrant avec de la technologie, par une interface, mais un peu différemment. Et puis, elle commence à s'intéresser à l'informe et à l'organe. L'instabilité dynamique de l'organe, qui est le produit des énergies biologiques, de l'évolution des espèces, de la mutation, dialogue avec l'informe. Ça s'appelle self-portrait. Donc, elle commence à vraiment essayer de disséquer ce que c'est que l'humain dans sa chair et de s'intéresser à la matière après la matière du corps, la matière vraiment organique. Et donc là, on a la fameuse série Meat Abstract, où elle prend des gros morceaux de chair de viande et elle met des lampes dessus, et c'est censé incarner le soi comme chair consciente. Et moi, je trouvais ça, j'aime bien ce côté cru, raw et tout, et donc du coup, ça avait inspiré le nom de ma série Body Abstracts, mais pas la série elle-même. C'est intéressant comment les connivences se font parfois, parce que je la connaissais pas. J'avais fait la série, puis ensuite, j'ai eu l'idée du nom quand j'ai... Et là, ce fameux paysage qui s'appelle Viral Landscape, et donc où elle utilise des virus enfin, des cellules infectées par un virus de son propre corps pour créer un paysage sur une photo. Et ça, on est dans les années 89. Donc, travailler avec le vivant dans l'art, l'histoire du bioart, Hélène Chadwick, j'ai jamais entendu parler. Enfin, personne n'en parle. Donc, moi, je trouve que c'est quand même intéressant. C'est quand même quelqu'un qui a commencé à travailler avec du vivant et à hybridiser des techniques analogues, des techniques computationnelles, etc. Enfin, plusieurs choses en même temps. On a Libel, qui est une de mes grandes inspirations. Je vous invite à la voir, qui, en fait, ces deux artistes racontent cette histoire, comme ça, de ce lien, à travers leur œuvre. Donc, c'est des grandes œuvres qui sont longues et sur un temps. Elle est encore vivante, Libel. Elle faisait partie de l'avant-garde coréenne dans les années 80 à Séoul, dans un environnement extrêmement conformiste, avec des parents euh, bon, intellectuels très dans l'univers, enfin très, comment dire, communistes, etc. Bon, il n'y avait pas beaucoup de liberté et de place pour l'individu. Et elle commence à raconter l'histoire des femmes, elle fait des performances sur les menstruations. Et puis petit à petit, elle commence à construire son œuvre comme ça. Et puis elle arrive sur des esthétiques aujourd'hui. Ça, c'est en 98 déjà, mais elle est encore exposée aujourd'hui. Et maintenant, elle fait des échelles. Elle est aussi très dans penser des systèmes entiers architecturaux et tout maintenant. Mais ça, voilà. Et là, vous avez la figure du cyborg. Donc, ces deux artistes traversent un peu, enfin, nous permettent de traverser ça. Alors, je vais rapidement, c'est pas la peine de tout lire. On a très peu de temps si on veut faire un petit peu se laisser un petit peu imaginer des choses. Moi, je propose de réfléchir, je propose pour moi-même, parce qu'en fait, j'ai cette question de la technologie qui me pose problème. C'est-à-dire que toute la naissance de mes bonnes idées, elles sont pas nées parce que j'avais accès à un high-tech lab avec des senseurs pour savoir comment mes bactéries pouvaient me dire qu'elles avaient froid ou qu'elles avaient chaud, alors qu'en fait, comme disait très bien Vivien, on peut pas communiquer avec. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai besoin de la technologie, il y a une technicité dans le dispositif des sculptures hybrides transitoires, donc ce que j'appelle des sculptures métaboliques, qui est importante, de pouvoir comprendre
c'est comme donner un code, en fait, une information pour lui faire les choses. En fait, c'est connaître les mécanismes de la chose avec laquelle on travaille. Et ensuite, construire des outils en fonction de cette connaissance-là. Donc, une fois que j'ai passé des années avec cette matière, je la connais un peu. Je peux la connaître mieux grâce à des outils technologiques, mais voilà, c'est quoi l'intérêt? Et toujours rester dans est-ce que c'est réellement important? Enfin, est-ce que quand on est artiste, on fait des choses parce que c'est important pour nous. On ne les fait pas parce qu'il faut les faire, sinon c'est trop dur d'être artiste, ça sert à rien. Donc moi j'essaye de comprendre voilà, où est la place de la technologie. Et donc le grown art, en gros, dans le bio-art, il y a un peu cette idée qu'on analyse le succès d'une œuvre selon sa capacité à stage liveness. Plus elle paraît vivante, plus elle sera successful, en fait, plus elle aura d'impact. Et du coup, on utilise beaucoup de dispositifs technologiques pour amplifier ça, pour amplifier le côté vivant des choses. Donc, on va par exemple installer un mécanisme, par exemple, juste là, on va installer un mécanisme qui va montrer goutte à goutte à chaque fois que ça va descendre, toutes les 8 heures, il va y avoir une goutte peut-être qui va tomber, et puis ça va peut-être évoquer le fait qu'il y a du mouvement à l'échelle micro, mais qu'on ne peut pas percevoir parce que c'est imperceptible à l'œil nu. Et comme on travaille dans le micro, dans le bio-art, il y a beaucoup d'utilisation de la technologie pour amplifier ces effets-là. Et donc, j'appelle ça le sensationnalisme techno-assisté. C'est pas que de la critique, hein. Il y a des œuvres très intéressantes. C'est juste une critique constructive. C'est pas une critique, voilà. Mais euh, est-ce que finalement, donc c'est ce que un théoricien de l'art qu'on connaît, Vivien et moi, qui est absolument très très intéressant en termes très bio-art, qui s'appelle Jens Hauser, qui parle de la technologisation de l'animé. Tout ce qui est vivant, on va essayer dans la bibliothèque de rajouter comme ça de la technologisation pour le rendre encore plus vivant et essayer de communiquer avec. Et donc pour moi, toutefois, en négligeant les conditions relationnelles à travers lesquelles le sens de l'œuvre est produit, le sensationnalisme techno-assisté risque de réduire le bio-art à un site paradoxalement désincarné de renouvellement de la vanité anthropocentrique et de production de savoir alimenté par des fantasmes d'immédiateté et une fascination pour l'innovation technologique. Et donc là, Jens, il dit une chose, c'est que pour évaluer le succès, est-ce que c'est bien pensé, la technologie? Il dit qu'il faut toujours penser cette espèce d'enchevêtrement et ce lien entre le dispositif et le motif. Le motif de l'artiste, c'est ce qui le motive à créer et c'est aussi ce que vous voyez esthétiquement. Donc, le grown art, ça peut se définir comme une sous-famille du bioart basée sur la présence du carbone, donc de vie, dans la substance des œuvres, traitant également de processus métaboliques, mais dont la principale valeur symbolique réside non pas seulement dans le rapport entre le dispositif et le motif, ce qu'on vient de dire, mais dans la capacité de ce lien à générer des champs relationnels au-delà de sa propre physicalité. Donc, c'est-à-dire que moi, ça m'intéresse pas trop d'analyser juste le lien entre la technologie et ce qu'on essaye de montrer en tant qu'artiste, qu'on essaye de dire, mais ça m'intéresse de comprendre comment ça s'inscrit et est-ce que c'est capable de produire de plus en plus de liens ou est-ce que, au contraire, ça enferme l'œuvre dans une espèce d'auto-alimentation de sens, finalement, qui ne crée pas de champ relationnel. C'est aucun problème si vous me dites que c'est pas encore très clair parce que dans ma tête, c'est encore en ouverture. Et donc, la dynamique relationnelle propre à la croissance est donc au cœur de sa valeur symbolique et son succès ne s'évalue pas en termes d'intensité de aliveness, est-ce que ça paraît très, très vivant, mais à l'aune de la potentialité de ses formes et de sa capacité à réagencer sa substance. C'est un peu aussi très proche de ce que Vivien disait, enfin, le côté potentialité des formes en tout cas. C'est-à-dire que moi, j'aimerais qu'on regarde une sculpture. Je parle de sculpture maintenant, à ma manière, parce que aussi Vivien en parle très bien à sa manière. C'est une sculpture, c'est pas ce qu'on voit. C'est apprendre à voir l'esthétique autrement, c'est apprendre à voir aussi quelque chose qui vous touche parce que vous avez l'imaginaire derrière pour penser toutes les formes que ça pourrait être. Et du coup, j'en suis venue à me dire hier peut-être que quand on est fasciné par un bébé, c'est parce que peut-être qu'inconsciemment, on se dit, on a toutes ces choses qu'il peut devenir, tu vois, et toutes ces formes qu'il peut prendre en fait. C'est cette potentialité de forme qui est intéressante, plutôt que ce que l'on nous montre directement. Donc voilà, donc comment cette technologie, elle participe à l'expansion de ce champ relationnel. Donc déjà, premièrement, approche évolutive à la technologie. De toute façon, aujourd'hui, dans la recherche, il me semble que c'est pratiquement la plus intéressante et la seule, j'en sais rien, il faut que je demande à mes amis chercheurs. Mais voilà, une approche, ce que je veux dire, c'est pas technoscience, savoir, connaissance, mais plutôt technologie et comment est-ce que nous-mêmes, on est déjà de la technologie et donc comment est-ce que réellement on utilise
comment ça nous a servi pour évoluer, pour continuer à évoluer dans le bon sens avec les autres êtres autour de nous et pas contre eux. Et donc, je propose 4 dimensions relationnelles et 3 opérateurs intrinsèques. Je vous montre mon système et vous me dites ce que vous en pensez après. Donc, il y a 4 corps de pratique pour 4 dimensions relationnelles. Micro-performance, relation d'individu à individu, c'est la dimension psychologique. Maintenant, vous avez en tête les micro-performances, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a une confrontation entre ces œuvres qui sont à l'échelle humaine et un corps. Et donc, moi, je remets en scène, quand je mets en scène la circassienne, je remets en scène, en fait, mon rapport à l'œuvre. Et mon rapport à l'œuvre, il est à trouver dans mes rapports aux autres. Parce que je l'ai fait, j'ai choisi une taille mésoscopique, donc une taille humaine. Et c'est quelque chose qui m'embête énormément, qui est lourd, qui est terriblement difficile à cohabiter avec. C'est-à-dire qu'il y a un rapport au vivant aussi de l'ordre psychologique, de l'individu à l'individu. C'est-à-dire que sa force de vie à cette échelle-là, là, c'est bon, ça va pas m'empêcher de vivre. Par contre, quand je passe 50 heures à travailler sur une pièce ouverte qui fait ça avec 40 millions, milliards de cellules vivantes, bon, moi, je suis un peu attaquée parfois. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi cette relation voilà, d'individu à individu, comment ça se passe. Les cérémonies d'extraction. Et donc, je rejoue ça dans les performances, les micro-performances. Les cérémonies d'extraction, donc c'est les rituels. On a vu tout à l'heure des cycles de vie, relations sensorielles à un milieu. Donc, c'est la dimension physiologique. Comment, c'est ce dont je vous parlais, l'intelligence analogue, comment est-ce qu'on peut prendre des décisions qui ne sont pas computationnelles, c'est-à-dire qui ne sont pas déjà prévues dans une matrice, mais qui appartiennent vraiment à un savoir réactif, un savoir réactif de notre environnement. Et donc, et ce qui nous permet de nous inscrire aussi dans des systèmes plus grands que nous, puisque le rituel a toujours été une façon de s'inscrire dans des systèmes cosmologiques dont on ne pouvait pas faire sens réellement, et de trouver le bon geste et le bon endroit pour appartenir à ces systèmes-là. Donc des systèmes sociaux, des systèmes politiques. Et il y a toute cette question de la digestion, de l'ingestion du milieu, de la toxicité du milieu, de comment est-ce que, enfin, l'esthétique de l'abjection, c'est aussi une esthétique qui est de la résistance, c'est-à-dire d'un milieu qu'on ne peut pas digérer et qui est indigeste en fait. Mais de façon symbolique, le milieu. Pas nécessairement le milieu direct, sensoriel, mais aussi le milieu plus politique, social et dans lequel on est pris. Les sculptures hybrides transitoires sont des relations aux êtres en dehors et en nous. Donc, c'est la dimension politique. Donc, c'est comment le métabolisme réorganise les substances et la matière. Et donc, la grande question, c'est le pouvoir. Est-ce que plus tu sais réorganiser la matière, plus tu as de pouvoir parce que tu sais réorganiser la matière à ton propre, pour toi, en fait. C'est pour toi que tu fais que tu sois un artiste, que tu sois un designer, que tu sois un grand multinational, que tu es une multinationale qui extrait des ressources. Si tu arrives à gérer voilà, la réorganisation de la matière, c'est à ton propre enfin, c'est pour ton propre intérêt. Et les reliques, qui sont la relation à l'objet symbolique. Donc, des questions intéressantes aussi que je viens de poser tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a dans l'objet? Est-ce que l'objet, dans certaines cultures, on le refait constamment et on ne le conserve pas? Il n'y a pas de culture de la conservation. Il y a une culture de la transmission du savoir de comment on fait l'objet. Donc, c'est le savoir-faire. Et dans nos sociétés à nous, il y a un peu voilà, cette symbolique qui est dans l'objet, qu'il traverse le temps et qu'à l'intérieur de l'objet, euh, eh bien, il nous provient d'un autre temps et il faut le conserver, etc. Et c'est toute la question de comment est-ce qu'on montre des œuvres biodégradables aussi. Voilà. Parce que du coup, ça, c'est parce qu'on est en Occident. Donc, il faut que je monte mon œuvre, donc il faut qu'elle tienne dans le temps, parce que sinon, je n'aurai pas de valeur. Donc, il faut que je la mette dans du plexi, mais c'est un peu un non-sens. Enfin, il y a plusieurs questions. Pour organiser les questions, j'ai 3 opérateurs et je terminerai là. Enfin, j'aurais dû vous raconter. Les 3 opérateurs sont la co-corporéité et l'idée de care. Comment est-ce qu'on traduit ça en français? L'attention. Ouais, il est galvaudé. En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le soin, mais c'est surtout la maintenance. C'est ça qui est intéressant. La maintenance, c'est ce qui nécessite le lien, c'est ce qui nécessite d'être là, en fait, d'être présent à l'autre.
C'est là où c'est intéressant. Donc, les sculptures hybrides transitoires requièrent un entretien et une attention continue. Ils fonctionnent ainsi comme des écosystèmes plutôt que comme des objets isolés. Donc, il y a une réintroduction du corps de l'artiste comme site de production épistémique de savoir situé, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Comment la négociation des agentivités interespèces incarnées dans le design faussement neutre des dispositifs technologiques et dans leur reconfiguration de la matière organique contribue-t-elle à la production de la relationnalité de relationnalité par l'œuvre et par ricochet à l'émergence d'un sens symbolique. Tout ça pour dire que dans chacune des dimensions dont je vous ai parlé, politique, enfin, dans chacun des corps de travail que j'ai, body of work, il y a une dimension psychologique et à l'intérieur, je vais toujours checker les trois opérateurs. Voilà. Est-ce qu'il y a de la co-corporéité dans la technologie ou le dispositif que je voudrais mettre en place? Est-ce qu'il y a du risque et une approche expérimentale? Donc ça, c'est à mesure que les technologies sont de plus en plus mobilisées pour ingénieriser la matière organique, la question du contrôle devient centrale. Les approches qui en découlent vont de la logique calcul du risque à des systèmes expérimentaux ouverts. Ce dont on vient parler, les xénobots, voilà, c'est l'idée de mettre des micro-organismes dans des conditions qui n'ont jamais été créées avant. Donc il n'y a pas d'hypothèse qui précède l'expérimentation. Donc voilà, c'est comment est-ce que ça marche, l'intelligence analogue, comment est-ce que ça construit de la nouveauté plutôt que de la logique qui relève de l'intelligence computationnelle, de calcul du risque. Donc, c'est un rapport au risque qui est différent. Donc, le risque ici est envisagé comme une condition de l'expansion du vivant, pas comme on va se prendre le risque sans savoir, sans connaissance, et en idiotie. C'est juste un rapport à la vie. C'est une façon de vivre. Quel rôle jouent les technologies dans ces mouvements de stabilité et d'instabilité, comme le critère du risque, et comment le critère du risque peut-il devenir constitutif de la nature expérimentale et de la aura d'une œuvre d'art? Donc, pour moi, aujourd'hui, la aura d'une œuvre d'art, Walter Benjamin, on en parlait tout à l'heure, si vous en avez un, vous connaissez, c'est que depuis on peut les reproduire, les œuvres, elles ont perdu un petit peu de leur aura, mais pour moi, cette idée voilà, d'expérimentation qui se retrouve dans l'œuvre, c'est important. Et enfin, l'échelle, le déplacement, très très important dans tous nos questionnements de biodesigner, tout ce qui est la biose, parce que voilà, ce qu'on disait, c'est que tout ce qui se passe à un espace-temps micro, c'est pas la même chose que ce qu'on expérimente à un autre espace-temps. Donc, comment on communique? Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on utilise la technologie pas uniquement pour amplifier ce qu'on pense qui se passe, mais pour réellement accroître la production de sens symbolique de l'œuvre à travers un véritable déplacement affectif. Donc, comment est-ce que réellement on va toucher, comprendre comment la mise à l'échelle, elle a un impact réel, voilà. Et comment est-ce que la technologie peut nous aider à faire ça. Voilà, je vous ai présenté tout. En fait, j'aurais dû vous parler un peu pendant qu'il y avait les photos, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, j'ai un peu avancé. Mais je voudrais vous laisser sur des images plutôt que sur toutes ces paroles. Donc voilà, la relation d'individu à individu, essayer de comprendre comment ça va créer des champs relationnels. Donc là, je vais étudier ma relation avec la performeuse, la relation de la performeuse avec l'œuvre. Et à chaque fois, où est-ce que la technologie ou le dispositif technique peut permettre d'amplifier ça et de rendre ça de plus en plus intéressant et nécessaire. Là, on a Clara. Donc, le milieu physiologique, si j'ai rien oublié, c'était question de l'altérité aussi, enfin c'est une d'expression. Ouais, l'intelligence analogue, je vous en ai parlé, les savoirs situés, relation aux autres êtres en dehors et dans nous. Et enfin, les reliques qui sont exposées dans les musées, c'est tout. Il n'y a pas le reste. Voilà, on va passer un petit peu à la pratique. Mais je suis très curieuse de savoir si ça vous a parlé. C'était un peu rapide pour exposer euh, comment on dit, le design de la pensée. Euh, mais j'espère que ça vous a évoqué quelques idées. Vous pourrez me dire si vous avez, ça vous a inspiré des choses. Ouais, ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, bah en gros, la pratique, bien sûr, je vous laisse. Et en fait, la pratique, c'était une ouverture. Il y a la manière de faire. Toi, comme tu m'as pas dit, je ne sais pas ce que. Non, en fait, la manière de faire des. J'en ai pas assisté à beaucoup, mais il y en a dans la salle qui ont assisté à énormément. Mais de ce que j'ai compris, de faire des travaux pratiques avec cette matière, c'est de vous montrer comment les pigments peuvent colorer, etc.
Bon, et puis il faut faire pousser, donc il faut du temps. Donc on a décidé plutôt de vous offrir une souche à chacun pour en faire ce que vous voulez après toutes ces inspirations. Et puis on va vous proposer de prendre votre souche, de vous familiariser avec, de la manipuler. Et on va tous vous donner une feuille et un papier. Et on voudrait que, enfin, moi j'aimerais bien voir ce que ça pourrait donner si vous imaginiez des sculptures hybrides transitoires avec cette souche que vous allez pouvoir faire. Donc comment vous allez la fabriquer, quelle échelle, quelle forme vous allez lui donner, quel dispositif technologique va vous intéresser, sachant que maintenant vous savez de quoi, est-ce que vous savez de quoi a besoin cette matière? Elle a besoin de sucre, de thé, de plein d'autres choses. D'ailleurs, en fait, je viens de faire une partie technique. Suvinacté, elle a besoin de chaleur pour pousser mieux. Donc, vous pouvez imaginer, par exemple, d'intégrer une source de chaleur, par exemple un ordinateur, si on parle de relationnalité, l'idée de vient tout à l'heure, qui pourrait amener de la chaleur dans votre atelier à votre sculpture hybride transitoire qui permettrait de pousser plus vite. Et on voudrait que vous dessiniez ça comme un croquis avec des annotations sur les idées que ça vous donne. Mais j'ai une question si basique. Quelle est la méthode? Vous voulez le faire ça? L'école méthodique? Ça, Marianne, C'est simple, hein, c'est pas. La cuisine des bas étages.